Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI et aujourd'hui j'ai la chance de discuter avec Julie Morissette, une de mes collègues qui est spécialisée en positionnement. Nous démystifierons tout le processus d'idéation pour le positionnement. Nous comprendrons mieux aussi comment avoir un positionnement fort et comment le déployer. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Julie Morissette, qui fait partie de l'équipe de CQI. Julie est spécialisée, entre autres, en positionnement. Donc, comment ça va, Julie? Ça va très bien, merci. Et toi, Catherine? Oui, ça va bien. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi pour que les gens apprennent à te connaître. En fait, j'ai débuté ma carrière comme responsable marketing pour l'Amérique du Nord chez PBO, qui est un manufacturier de matériel d'artistes dont le siège social est situé en Provence. Donc, j'ai par la suite fait un court arrêt chez Bleu Lavande en tant que chef marketing pour développer, entre autres, des nouvelles gammes de produits. Et j'ai par la suite fondé ma propre entreprise qui existe toujours, donc la fabriquedeco.com, où on vend des chandeliers qu'on fabrique nous-mêmes en bois. Et j'ai joint les rangs de CQI il y a, je crois que ça va faire 4 ans, donc sous peu, ou ça a fait 4 ans, bref, et j'ai joint l'équipe, je m'occupe entre autres des plans de commercialisation, des stratégies de positionnement. Je fais équipe aussi avec certaines de mes collègues quelquefois sur les stratégies web. Tu donnes aussi des formations. Oui. Tu es une très bonne formatrice. Je voulais profiter de ce moment-là pour t'en parler. Puis, tu aimes aussi amener des exemples d'entreprises avec lesquelles tu travailles. Donc, aujourd'hui, ça va être important. Là. On va amener des exemples aussi pour figurer un peu ce qu'on va Parfait. discuter. Donc, je voulais m'entretenir avec toi du positionnement. Donc, c'est quoi ça, le positionnement, un positionnement fort pour une entreprise? Explique-moi ça. En fait, le positionnement, c'est à la base, c'est ce qui vous distingue de vos concurrents. C'est les éléments sur lesquels vous souhaitez miser pour vous différencier. Donc, le positionnement, c'est vraiment à la base de votre stratégie de marque, de votre stratégie d'entreprise. Et c'est ce qui va servir de base pour décliner dans une version plus consommateur votre promesse, la fameuse proposition de valeur. Donc, le positionnement, c'est vraiment là, la base de toute stratégie de marque. Puis, c'est un des objectifs principaux, c'est vraiment de vous différencier de vos concurrents, de votre univers concurrentiel dans le marché que vous souhaitez développer. Donc, le positionnement, c'est une phrase qu'on utilise. Par exemple, on a un nom pour l'entreprise. C'est quoi le positionnement? C'est une phrase? C'est un message? En fait, le positionnement va se baser sur des éléments sur lesquels vous voulez vous différencier. Donc, moi, souvent, on va dire les piliers de différenciation. L'énoncé de positionnement en tant que tel, c'est un élément, c'est oui, ça va tenir sous une phrase, mais c'est un élément qui est à l'interne. La promesse, elle, qui est le positionnement remâché pour le consommateur, ça, la promesse, c'est ce que vous allez voir souvent quand vous arrivez sur la page d'accueil d'un site web, entre autres, dans les signatures de courriel des gens. Donc, c'est vraiment quelque chose que le consommateur final va voir, alors que le positionnement, lui, c'est notre outil à l'interne qui sert de guide, qui va soutenir en fait toutes les décisions marketing, les activités, les choix de salon, les choix de partenaires commerciaux, etc. Donc, pour être toujours en lien avec notre positionnement, ça va nous orienter, ça va nous aider à faire des choix pour toujours rester cohérent en fait avec ce fameux positionnement-là. Mais oui, pour répondre à ta question, souvent ça va tenir sur une ou deux phrases, ça va ramener les éléments sur lesquels on va décider de se positionner ou de se différencier. Donc, au départ, l'entrepreneur et son équipe doivent se poser la question, quels sont mes piliers de base pour l'entreprise? C'est bien ça. Exactement. Donc, on veut savoir, moi, en tant qu'entreprise, j'évolue dans un environnement concurrentiel X sur tel ou tel marché. Qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Quels sont les éléments sur lesquels je vais m'appuyer pour dérouler ma promesse ou ma proposition de valeur. Donc oui, ce sont en quelque sorte, le positionnement, ça va être en quelque sorte les piliers sur lesquels on va s'appuyer pour livrer notre promesse à notre consommateur ou à notre client. Donc, l'étude de la concurrence est importante pour être capable de savoir qu'est-ce qui va avoir un impact sur notre clientèle. C'est bien Ben, ça.
Effectivement, moi je trouve que d'être au fait de qui sont les principaux joueurs, qui offrent des produits ou des services dans l'environnement dans lequel on va se trouver sur notre marché, pour moi c'est primordial parce que ça nous éclaire sur quels sont eux leurs éléments de différenciation. Qu'est-ce que nos concurrents utilisent pour comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qu'eux vont choisir comme élément différenciateur pour se positionner? Fait que ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est déjà pris, parce qu'on peut, nous, choisir de se positionner sur un élément similaire à notre concurrent, mais notre promesse peut quand même différer. Mais oui, l'environnement concurrentiel, c'est primordial parce qu'on veut savoir à qui on a affaire, puis on veut savoir qu'est-ce que les autres disent. Tu sais, comment est-ce qu'ils se vantent auprès du consommateur? Qu'est-ce qu'ils disent de leurs produits, de leurs services, de leur approche? Quelle est leur promesse à eux? Et ça nous permet, nous, en tant que marque ou en tant qu'entreprise, de faire un choix plus éclairé sur, oui, potentiellement, qu'est-ce qui reste de disponible, c'est certain, mais aussi comment moi, je vais faire la différence, en fait, pour mon consommateur dans cet univers-là. Il me vient une question. On travaille auprès d'entrepreneurs qui sont dans le domaine majoritairement manufacturier. Oui. Est-ce que les gens ont fait cet exercice? Bien, de plus en plus, je dirais. Mais souvent, c'est un petit peu, les coins sont tournés un petit peu ronds de ce côté-là, parce que souvent, on comprend peut-être moins l'impact que ça peut avoir d'avoir un positionnement fort puis une promesse claire pour notre consommateur. Les entreprises qui peut-être à la base n'ont jamais exporté ou sont là depuis longtemps, ils ont un bon bassin de clientèle, ça va bien, etc. Souvent, ce ne sont pas nécessairement des choses qui viennent naturellement. Je dirais que les gens sont peut-être, ou nos entreprises sont plus sensibilisées à cet aspect-là quand vient le temps de se poser des questions. Par exemple, je souhaite exporter, j'ai envie de proposer mes produits dans une autre province, mon consommateur est différent, le marché n'est pas le même, etc. Puis là, on se questionne ou les gens nous demandent, oui, mais c'est quoi la différence entre toi et ton concurrent X? Bien là, les gens sont amenés à se creuser un petit peu plus la tête, doivent développer leur discours et c'est là souvent qu'on va ramener cet élément-là. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, du moins en tout cas, les entreprises qui débutent aujourd'hui, les nouvelles entreprises vont, je pense, quand même bien faire relativement ce travail-là. C'est essentiel de le faire, mais on va le voir de plus en plus. Pour les entreprises qui sont déjà existantes, effectivement, il y a des lacunes de ce côté-là et ces lacunes-là vont être encore plus importantes quand vient le temps de proposer son produit ailleurs que sur le territoire qu'on connaît le plus. Est-ce que le positionnement change quand on va à l'exportation? Moi, je fais mon positionnement pour le Québec. Je vais en Ontario. Est-ce que je dois refaire mes devoirs? Pas nécessairement. En fait, le positionnement peut varier, mais les piliers en tant que tels vont souvent demeurer les mêmes. Ce qui va changer quand on exporte ou quand on propose notre produit ailleurs, c'est souvent la promesse qui va être modifiée. Puis pourquoi? Bien parce que notre consommateur est différent, parce que notre univers concurrentiel n'est pas le même, mais au final, à la base, notre positionnement va souvent demeurer le même, mais on va modifier la façon dont on va déployer notre stratégie. OK. Donc, on va avoir un même positionnement. Notre promesse peut être très, très, très similaire, mais la manière dont on va la déployer, les points sur lesquels on va appuyer peuvent différer, mais à la base, le positionnement va demeurer le même. La promesse, c'est bien la phrase qu'on parlait tantôt. Exactement. La promesse, c'est ce que le consommateur final voit. Souvent, nous, par exemple, chez CQI, bâtissons votre succès à l'international, ben, c'est ce qu'on voit sur la page d'accueil quand on arrive sur le site de CQI. Donc, Oui. souvent, c'est vraiment une phrase courte qui va ramener les éléments de différenciation, qui va faire comprendre en une seule lecture, en un seul clin d'œil à notre client, qu'est-ce qu'on lui propose d'unique, pourquoi est-ce qu'il devrait nous choisir. Donc ça, c'est la promesse, c'est la fameuse proposition de valeur. Il y a on peut dire la grande idée, ça dépend là, dans quel jargon on utilise, mais promesse, proposition de valeur, là, ça veut dire la même chose ça découle de notre positionnement, en fait. Est-ce que la promesse doit être incluse dans les outils
de marketing de l'entreprise? Est-ce Nous, on suggère toujours, évidemment, de quand on décline sa promesse, quand on développe ses activités, ses outils de soutien aux ventes, ses outils de com, etc., ses médias sociaux, la promesse, elle doit être omniprésente parce qu'on veut vraiment qu'elle s'ancre, en fait, dans la tête de notre consommateur, de notre client. Et on veut que quand il pense à nous, c'est le premier réflexe qui lui vient en tête, c'est ce qu'on lui a promis, en quelque sorte. Et puis, si le summum, en fait, c'est si quelqu'un si par exemple, on a un client qui se fait questionner par un ami ou quoi que ce soit, puis on lui demande de Ah oui, mais CQI, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Tu sais, pourquoi est-ce que je devrais les retenir pour ma stratégie de commercialisation, etc. Bien, on aimerait que les mots qu'on leur a donnés, la promesse qu'on a construite, que ça vienne aussi dans la bouche de nos clients à nous. Donc là, vraiment, c'est signe que c'est bien ancré, les gens l'ont vu à répétition, puis comme toute bonne chose, même quand on a des enfants, on répète souvent, mais parce qu'on répète souvent parce qu'on veut que ça rentre dans leur tête, mais c'est la même chose avec la promesse. En fait, on va la répéter, que ce soit sur nos médias sociaux, dans nos publications. C'est pas toujours nécessairement aussi écrit exactement comme on le voit, par exemple, sur notre page d'accueil de site, mais ça peut être influencé par le choix des images qu'on va faire, le traitement les mots qu'on va utiliser. L'important, c'est qu'il y ait une cohérence dans le déploiement de notre stratégie, puis que toujours on soit bien ancré sur notre promesse, c'est que la façon dont on va choisir nos outils, développer nos photos, peu importe le type de communication qu'on va faire, les trade shows qu'on peut choisir, les partenaires commerciaux, bien, ça va être emprunt, en fait, de la promesse parce que ça va venir la nourrir. Donc, mais oui, c'est important qu'on la voit. OK. Donc, on peut voir que la promesse peut changer selon le marché d'exportation. Est-ce qu'elle peut évoluer dans le temps en fonction de différents éléments externes à l'entreprise? On Oui. voyait avec Tania que le logo devait être repensé aux 10 ans. Est-ce qu'il y a une règle du pouce un peu comme ça pour la promesse? Ben, je ne sais pas s'il y a une règle du pouce en tant que telle pour la promesse, mais c'est certain que quand notre univers est chambardé ou qu'on a des grands changements, à la base, on doit revoir notre stratégie de marque. Donc, entre autres, le logo, ça fait partie, toute l'image de marque, etc., ça fait partie de la stratégie de marque. La promesse, le positionnement font partie de la stratégie de marque ou de la stratégie de l'entreprise. Donc oui, c'est nécessaire. Si par exemple, on a un portfolio de produits qui se complexifie, que notre consommateur est confus, on va vouloir revoir qu'est-ce qu'on lui propose puis qu'est-ce qu'on met de l'avant. Si on a des nouveaux joueurs, un environnement concurrentiel qui change énormément, ça peut nous amener à revoir ou à préciser certains points. Donc oui, dans le temps, une promesse est amenée à évoluer et puis il y a des événements qui peuvent arriver dans notre réalité marché qui vont nous amener à revoir cet élément-là. Ça ne veut pas dire que la journée que vous revoyez votre promesse, oui, elle va différer peut-être en mots, ce qu'on va utiliser, mais les piliers vont peut-être demeurer les mêmes. C'est la manière dont on va livrer la promesse ou ce qu'on va dire qui va évoluer. Mais je pense qu'effectivement, il y a des événements qui font qui vont nous emmener à revoir ces points-là au même titre que le logo, par exemple. Donc, la promesse, c'est la phrase pour l'entreprise. Oui. Est-ce qu'on doit avoir aussi un descriptif pour les produits? Bien, souvent, on peut dire, certains vont dire, ben, une promesse, un produit ou une promesse, un secteur d'activité, etc. C'est sûr qu'une entreprise a une promesse qui est générale ou globale, si on veut, de l'entreprise. On peut vouloir ensuite décliner des promesses propres à un segment de produit, propre à un produit en tant que tel ou à un secteur d'activité. C'est toujours relié, là, toujours cohérent avec la principale, mais s'il y a des éléments qui sont importants d'être précisés pour un secteur de marché, par exemple, vous proposez vos produits dans le secteur manufacturier de l'industrie lourde, mais vous desservez aussi les industries de première transformation, par exemple, puis qu'il y a une grande différence entre les deux, où il y a des éléments qui sont importants de préciser et propres à cette industrie-là, bien, on peut vouloir préciser la promesse pour ce secteur d'activité-là. Mais il y a toujours, celle générale, elle tient toujours, mais ça va être dans la déclinaison de nos gammes de produits, de nos catégories de produits ou de nos sous-marques aussi. Donc là, à ce moment-là, on va peut-être l'accompagner d'une promesse qui va différer.
Puis souvent, comme tu le soulignais, Catherine, souvent, on va avoir nous, on appelle ça un sous-titre descriptif, là, mais en fait, on va venir appuyer la promesse par un petit peu plus de viande, là. Tu sais, donc, on va vouloir revenir sur certains points pour s'assurer que c'est bien compris. Donc, la promesse, elle a moins de mots. Donc, parfois, c'est nécessaire d'appuyer par une petite description tous ces éléments-là. Mais il faut savoir que la promesse peut aussi, en fonction d'un secteur d'activité qui est différent d'un autre ou d'un produit ou d'une gamme de produits ou d'une sous-marque qui pourrait être différente, où on va vouloir décliner la promesse pour ce produit-là ou pour cette gamme-là en particulier. Quels sont les éléments importants à faire attention quand on rédige une promesse? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Bien, en fait, le nombre de mots, évidemment, là, on veut quelque chose qui va être facilement reconnaissable, qu'on va être en mesure de mémoriser, etc. Donc, il faut faire bien attention. L'exercice de synthèse, c'est toujours un gros défi. Mmh. Donc, d'encore plus de choisir les bons mots, c'est-à-dire des mots qui vont vraiment résonner auprès de notre clientèle cible. Fait que c'est important de la connaître, de savoir à qui on s'adresse pour vraiment faire les bons choix de mots. C'est pas un roman qu'on est en train d'écrire, là, c'est une phrase, ça tient en quelques mots. Donc, c'est vraiment un exercice complexe, je dirais quand même, parce que euh, dire en quelques mots quelque chose qu'on pourrait dire en plusieurs phrases, c'est toujours un bon exercice. Fait que je dirais la longueur, en fait, c'est clé. Le choix des mots, c'est hyper important. Puis on veut qu'elle soit différenciée, bien évidemment. Donc, on ne veut pas faire on veut pas faire un copier-coller d'un concurrent en changeant un seul mot ou des trucs comme ça. Donc, on veut s'assurer d'être unique. La promesse doit être unique. Donc, on veut faire son travail. Oui, on va être au fait de ce que les autres font, mais on ne veut pas faire la même chose qu'eux. Donc, le fait que ce soit unique, que ce soit court, qu'on ait des mots évocateurs qui résonnent auprès de notre clientèle cible, je pense que c'est à la base, là, c'est les éléments qui sont vraiment primordiaux à considérer ou du moins à intégrer dans l'élaboration de sa promesse. Si j'ai 3 clientèles cibles, est-ce que je dois combiner mes 3 clientèles cibles puis avoir une promesse qui parle aux 3 ou j'en élabore une par clientèle cible? Encore là, je dirais que ça va dépendre des entreprises. En général, comme je le disais tout à l'heure, il y en a toujours une qui est générale, donc qui va interpeller nos 3 clientèles cibles. Mais si nos 3 clientèles cibles sont des segments de marché très différents, par exemple, bien, à ce moment-là, comme on le disait tout à l'heure, on peut décliner notre promesse propre à cette clientèle-là parce que ça peut être nécessaire de le faire parce qu'on a besoin de précision par rapport à la promesse. Mais si je prends l'exemple, par exemple, la bière boréale. Ben, la promesse, c'est libère l'ours en toi. Mmh. Donc, tu sais, c'est vraiment, eux, ils sont sur un positionnement nature, etc. On emmène les gens à l'expérience, à l'évasion. Donc, ça, c'est la promesse générale. Ils peuvent souhaiter pour une gamme de bières en particulier préciser, mais la promesse générale, elle va être pour toutes les cibles, pour tous les personas, pour toutes les clientèles qu'on vise. Mais effectivement, c'est une grande différence entre différents segments de marché. On peut être amené à préciser la promesse pour cette cible-là. Moi, je le vois bien, là, la promesse, là, quand on vit une expérience. La Oui, bière, c'est un bon exemple. Tout ce qui est lié, je ne sais pas moi, une boisson, produit de consommation. Pour une oui. entreprise manufacturière, la promesse, ça s'adresse à une autre entreprise, en fait, quand tu vends Oui. d'entreprise à entreprise. Donc, est-ce que c'est différent la façon de penser la promesse? Ben non, c'est la même chose en fait. Puis souvent les entreprises manufacturières, c'est là aussi où c'est moins naturel parce qu'on dit ah ben tu sais moi ce que je propose c'est pas sexy ou peu importe là, tu sais je veux dire on est vraiment en B2B. Fait que les gens peut-être c'est moins naturel. De le faire. Mais si on me donne, j'ai donné un exemple lors de la dernière formation de FedNav, qui est un transporteur maritime. Et puis, sa promesse à lui, c'est naviguer dans un monde complexe. Donc, on comprend que le service, ben, c'est le transport par bateau, de conteneurs, etc. Son élément différenciateur, c'est la capacité à gérer la complexité au niveau des transports. Donc, sa promesse à lui, c'est ça, c'est naviguer dans un monde complexe. Ça a l'air simple, facile, mais pour arriver là, l'agence avec qui ils ont travaillé, ben, ils ont dû se poser les bonnes questions, bien définir quels étaient les enjeux, qui étaient les bonnes clientèles cibles. Donc, c'est la même logique derrière l'importance des mots, derrière la longueur de la promesse, derrière la nécessité que ce soit unique. Donc,
Non, ça ne diffère pas, en fait. C'est juste qu'au niveau du rendu, ben, notre clientèle n'est pas la même, mais au final, ça reste notre clientèle à qui on souhaite parler, que ce soit un consommateur final ou que ce soit un produit de consommation là, de masse. On le voit plus, nous, parce qu'on est plus exposé à ça. Tous les jours, quand on regarde la télévision, quand on navigue en ligne, quand on fait du magasinage, etc., on est stimulé par ces promesses-là, donc on associe plus facilement. Mais pour une entreprise en B2B ou une entreprise manufacturière ou peu importe, c'est la même chose. La promesse demeure la même. C'est ton engagement envers ton client, qu'il soit un consommateur final ou une autre entreprise. C'est la même chose. On dit souvent qu'il faut trouver la valeur de l'entreprise, la vision. Comment Oui. on se retrouve dans tout ça? Parce qu'il faut faire beaucoup d'introspection en tant qu'entreprise. Oui, c'est certain que, tu sais, il faut se poser les bonnes questions au départ, puis la fameuse mission, vision, mais c'est toutes des choses qui vont venir nourrir, en fait, le choix d'un positionnement, puis qui vont venir nourrir la promesse qu'on va faire à notre clientèle. Fait qu'avant d'arriver avec la fameuse phrase de notre promesse, on a fait tout ce travail-là en amont, de se dire, bien, qui on est, nous? Quel est notre ADN? Quel est notre ADN d'entreprise? Quel est notre ADN de marque, si on est une marque ou peu importe, mais il faut se poser nos questions, il faut se poser les questions à l'interne. Puis ce qui est super important, puis nous, on le dit toujours à nos clients quand on travaille les stratégies de positionnement, c'est que la promesse, là, elle doit être embrassée par tout le monde au sein de l'entreprise. Donc, nous, même en tant que fournisseur externe, on fait des recommandations, on regarde ce qui se passe, on émet des suggestions, mais ce qui est primordial, c'est que l'entreprise et que les gens qui travaillent pour l'entreprise, que ce soit les représentants, la direction générale, les adjoints, peu importe, tous ces gens-là doivent comprendre cette promesse-là, mais doivent surtout la livrer, être en mesure de la livrer sur tous les points de contact de l'entreprise. Donc, c'est vraiment hyper important qu'on fasse ce travail-là en amont, puis que les gens Adhère au pas message. adhèrent à la promesse, c'est hyper important. Quel est ton conseil pour que l'équipe adhère? Est-ce qu'ils doivent être impliqués dans le processus de réflexion? Est-ce qu'il faut leur expliquer le processus de réflexion? Bien, impliquer trop de monde, ça, c'est toujours bien dangereux. Là. Ça, on fait toujours aussi ce conseil-là ou ce constat-là, des fois. Je pense que c'est important de questionner les gens. Je pense que c'est important de comprendre qui est notre entreprise pour nos employés, comment eux décrivent l'entreprise ou la marque pour laquelle ils travaillent. Ça, je pense que c'est primordial. Donc oui, ce travail-là de récolter les commentaires des gens dans une première phase, je pense que c'est important. Au niveau de l'implication de tous et chacun dans le choix, ça, je dirais pas nécessairement, mais je pense qu'il faut impliquer des parties prenantes qui sont différentes au niveau de l'entreprise. Donc oui, c'est certain que le président fondateur, par exemple, bien, ça va de soi. S'il travaille au sein de l'entreprise, bien évidemment. On peut vouloir intégrer certains employés clés dans le processus. Donc, je pense que c'est quand même important d'avoir un éventail d'employés de certains niveaux pour avoir vraiment comme pour être en mesure de trouver les bons insights, puis plus on implique des gens de différents secteurs de notre entreprise ou qui œuvrent à différents niveaux, je pense que là, on va aller chercher une certaine richesse aussi au niveau de l'information. Parce que les gens, ils ont peut-être moins de proximité avec le client, par exemple, mais peut avoir peut-être plus de proximité avec les processus internes. Puis ça nourrit aussi tous ces éléments-là. Donc, oui, impliquer, je pense, des gens de différents niveaux de l'entreprise, de différents secteurs ou départements. Mais au final, je pense que quand on fait ce travail-là de récolter les informations, d'être à l'écoute de nos gens aussi, ça va de soi qu'on va intégrer ces points-là dans la réflexion. Mais au final, c'est sûr qu'on arrive avec un choix d'une proposition qui va avoir été alimentée par tout ça. C'est important de les questionner, c'est important de les impliquer, mais peut-être pas nécessairement de manière directe là, au niveau de... On peut les emmener à suggérer des choses. Souvent, les gens, quand on fait ça, ben c'est pas là où on récolte le plus d'éléments. Je pense que c'est dans le temps qu'il faut surtout être à l'écoute, puis être en mesure de nourrir là, à partir de ça. Parce que trop de monde, là, c'est jamais bon. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer si notre positionnement est fort? Bien, c'est sûr que je pense que
une des façons de faire, puis souvent, c'est pratique courante, là, tu sais, on va questionner à l'externe des gens qui n'ont pas été impliqués dans le processus, à savoir, tu sais, on va en parler, on va questionner ce que tu penses que ça fait du sens, qu'est-ce que ça te dit si, tu sais, si on te parle de cette manière-là, si je te dis cette promesse-là, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça peut être une façon de le faire, mais c'est certain que le fait d'être conscient de son environnement, souvent, ça va un peu venir de soi. Tu sais, on va être conscient avec qui on a affaire, de notre marché. Donc, ça va allumer des lumières à un moment donné. Tu sais, je pense qu'on peut, puis c'est à terme aussi, là, tu sais, au niveau du déploiement, qu'à travers le temps, on va comprendre, tu sais, est-ce qu'on a fait un bon choix? L'idée, c'est qu'on ne veut pas se tromper au départ parce que ça peut être coûteux. Mais je pense que si on fait nos devoirs en amont, puis qu'on prend bien conscience de qui on fait notre travail interne, là, intrinsèque à l'entreprise, on fait tout notre travail externe, à savoir avec qui on fait affaire, notre environnement concurrentiel, le marché à conquérir de nos clients, à qui on veut s'adresser. Je pense que on peut difficilement se tromper. Je pense que là où souvent il y a une faille, c'est au niveau du déploiement. Fait que, tu sais, c'est au niveau de comment est-ce qu'on va mettre de l'avant, comment est-ce qu'on va déployer cette stratégie de marque-là, puis est-ce qu'on va faire le choix des bons outils, est-ce qu'on va être suffisamment dynamique sur tel ou tel canal en fonction de où sont nos clientèles à rejoindre, etc. Donc, c'est sûr qu'on pourrait avoir un flop, là, puis faire un mauvais choix de mots ou, tu sais, d'avoir fait... Mais à la base, je pense que souvent, le nerf de la guerre vient aussi dans le déploiement où là, les entreprises, tu sais, ont fait un beau travail en amont avec leurs promesses et tout ça. Puis après, c'est dans le déploiement, dans la déclinaison, dans le choix des actions ou dans les actions tout court, de vraiment faire un bon travail aussi. Là, ça va de soi. La stratégie, elle est entière. Là, donc, si on a une belle promesse, mais qu'on ne déploie pas bien, au final, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas une bonne promesse, mais on peut juste dire qu'on a arrêté le processus en cours de route, puis on n'est pas en mesure de livrer tout ça. Donc, la promesse doit être connue. On peut la voir évidemment sur le site Web. Oui. Il faut que les employés, s'assurer que les employés la connaissent, la comprennent et en parlent. C'est ça. Donc, ça, c'est tout un travail de gestionnaire, là. Il faut... oui, effectivement. Oui, il faut qu'ils y croient. Donc, mais par la suite, est-ce que sur nos médias sociaux, on diffuse notre promesse, sur nos outils de vente? Est-ce que c'est un endroit où est-ce qu'on positionne notre réflexion? Oui, moi, j'aurais tendance à dire oui. En fait, souvent, quand on a notre compte Instagram, par exemple, ou notre page entreprise Facebook ou notre page LinkedIn, on a toujours un descriptif d'entreprise en amont. On a toujours une petite phrase en dessous du secteur d'activité. Par exemple, si je pense à une page LinkedIn d'entreprise, on vient se positionner à ce moment-là. Donc, notre promesse, elle a tout à fait sa place à cet endroit-là. Souvent, on va voir la promesse sur les médias sociaux, entre autres sur les images de couverture, c'est-à-dire le bandeau qu'on a souvent dans tête dans notre page, qu'on invite toujours les gens à personnaliser, évidemment. Ça permet d'appuyer sur la promesse, ça permet de mettre les mots aussi. Puis comme on le disait tout à l'heure, ça, c'est la partie médias sociaux, signature de courriel avec le logo. C'est important d'avoir cette promesse-là qui est véhiculée sur nos outils de communication, comme tu le mentionnais, nos outils de soutien aux ventes, si on a des fiches techniques, si on a des PDF téléchargeables si on a des brochures, si par exemple, quand les salons vont recommencer, là, les fameux trade shows, à ce moment-là, dans notre décor, dans nos backdrops, dans tous nos outils de communication, on va voir cette promesse-là qui va être appuyée par nos visuels, qui va être appuyé par différents éléments, évidemment. Mais oui, c'est nécessaire de la communiquer puis de la rendre visible sur tous les points de soutien, en fait, qu'on va avoir au niveau du déploiement puis au niveau de la stratégie. Les grosses entreprises là, ont facilement accès à une promesse puis une stratégie très élaborée. Les plus petits, c'est des fois un peu plus complexe de s'organiser. Quel serait ton conseil pour eux? Je pense que il y a toute une partie qu'on est en mesure de faire, mais je pense que les entreprises aujourd'hui, quand même, quand on sent qu'on n'a pas la capacité de le faire, il ne faut pas hésiter à être accompagné puis aller chercher des fournisseurs de services externes pour ça parce que avoir un positionnement fort, avoir une promesse qui est cohérente, qui est bien véhiculée, puis une stratégie, etc., c'est pas
tout le monde qui est en mesure de faire ça. Par contre, le devoir des entreprises, c'est de se connaître eux, oui, de faire le travail à l'interne, d'être sensibilisé, de faire la veille concurrentielle. Ça, l'entreprise est capable de faire ça. Parfois, c'est dans l'idéation, trouver les bons mots, etc. C'est là où les entreprises vont aller chercher du soutien à l'externe. Puis je comprends, les grandes entreprises, ils vont faire affaire avec des agences de communication, entre autres, qui vont faire un super travail, mais à des gros budgets. Aujourd'hui, ces plus petites entreprises-là ou des entreprises de secteurs où c'est peut-être moins naturel, bien, il y a des entreprises comme, entre autres, CQI, où on est en mesure de faire ce travail-là avec eux. Mais je pense que les entreprises en amont doivent faire leur travail à eux, être sensibilisées à l'importance, puis après, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide externe pour ça, parce qu'au final, si vous avez un positionnement puis une promesse qui est inadéquate, un positionnement qui est inadéquat, comme c'est la base, on va le dire comme ça, si vous avez un positionnement qui est inadéquat, puis que vous souhaitez exporter, par exemple, bien, vous allez juste comme ça va être exponentiel, la problématique, là. Donc, c'est important d'avoir les bonnes bases. Puis, mon plus grand conseil là, pour avoir dit plein de choses sans vraiment revenir au conseil, c'est vraiment, je pense, de ne pas hésiter à être accompagné. Puis d'aller chercher de l'aide parce que, tu sais, souvent, ce sont des métiers qu'on n'a pas nécessairement à l'interne. On peut avoir une équipe marketing ou des gens qui peuvent nous arriver à trouver ces éléments-là, tout à fait. Mais si on sent qu'on n'a pas la capacité de le faire, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide pour être capable de bien asseoir tout ça. Puis après, pour notre déploiement, pour notre exportation, pour notre promotion de notre marque ou de notre entreprise à l'extérieur de notre territoire, c'est essentiel, en fait. Donc, Est-ce que ça nous prend un gardien à l'interne qui s'occupe de s'assurer que c'est bien déployé? Bien, c'est certain que ça nous prend quelqu'un qui porte le chapeau du projet, là. C'est bien évident. Donc, oui, même si vous n'avez, par exemple, pas de département marketing, ça prend quelqu'un qui va être garant de ces éléments-là, puis qui va être le porteur de message un petit peu, là. Donc, ça prend quelqu'un qui va s'occuper de ce projet-là, qui va être l'intermédiaire, parce que, tu sais, ce serait dommage de faire une belle réflexion, d'avoir une belle promesse, puis après ça, de ne pas être en manière de la déployer, de la mettre en place adéquatement. Donc, c'est comme tout projet à l'interne, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui répond, en fait, et qui est le porteur de ce projet-là. Donc, il va mettre son chapeau, comme par exemple dans des entreprises qui n'ont peut-être pas de département marketing, mais qui veulent faire la refonte d'un site web. On n'a pas le choix d'avoir un point de contact au sein de l'entreprise. C'est la même chose pour la stratégie de marque ou pour tout ce qui a trait au positionnement. Ça prend quelqu'un qui va prendre ce projet-là dans son bagage puis qui va le mener à terme. Puis il pourra, en cours de route, aller se greffer des acolytes au sein de l'entreprise, des gens qui ont un intérêt. Si, par exemple, il n'y a pas de département attitré à ça, bien, on va peut-être aller chercher des apôtres là, dans notre processus pour être capable de livrer après puis de déployer. Mais c'est essentiel qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau à l'interne, ça, c'est certain. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on peut facilement l'échapper, le mettre sur le site web, l'oublier là, oublier de l'amener avec nous quand on fait des ventes. Tout à fait. Donc, ça peut être aussi un message là, que les vendeurs portent auprès de nos clients. Exactement. Donc, je te remercie beaucoup, Julie. Hey, ça me fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses, même si ça fait longtemps que tu travailles avec nous et qu'on a fait ensemble le positionnement de CQI. C'est toujours, je trouve, complexe un peu de démêler tout ça. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vraiment compris. Bien, tant mieux. C'est ça l'objectif. Faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis avec la théorie non plus. Mais tu sais, je pense que de bien comprendre la différence entre le positionnement ou l'énoncé de positionnement, la promesse, je pense que tu sais, vraiment de se dire, il y en a un qui est à l'interne, l'autre est à l'externe pour le consommateur final. Puis après, c'est tout le processus de réflexion là, avec ce sur quoi on veut s'appuyer pour se différencier. Mais tant mieux si ça t'a éclairé. Puis en espérant que ça éclaire aussi nos entreprises, clientes ou non, pour tout cet aspect-là là, au niveau de la stratégie de marque. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI.
Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!